Bonjour, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bienvenue dans la 4e édition du Mike Show, le podcast où on explore les parcours de ceux qui osent, qui se réinventent et qui repoussent leurs propres limites. Alors ici, il n'y a pas vraiment de format rigide, mais simplement des conversations sincères et inspirantes avec des invités d'univers divers et variés. Alors ça peut être des artistes, des entrepreneurs, des créateurs ou des sportifs. Mais ils ont tous quelque chose en commun, c'est une histoire à raconter et des expériences à partager. Aujourd'hui, c'est le printemps. Les arbres bourgeonnent, les oiseaux chantonnent. Et nous recevons l'artiste solaire du zouk moderne, auteur, compositeur, interprète et producteur. L'une des figures proue de la musique contemporaine caribéenne, originaire de la Guadeloupe et née dans le Val d'Oise. Vraiment quelqu'un à près de 30 ans de carrière qui a su briser les frontières géographiques pour vraiment imposer les rythmes antillais au sommet des charts nationaux et internationaux. Mesdames et messieurs, vous connaissez tous l'album Le Florilège, qui a eu un retentissement au niveau de la Caraïbe et également dans l'Hexagone. Et aussi ce single, La Flamme, qui nous a tous enflammés, qui a eu tout autant le même succès avec 250 000 exemplaires, double disque d'or. Je suis en train de vous placer le décor. Cette émission va valoir son pesant d'or. Alors je vous invite tout simplement à vous asseoir, restez connectés avec nous. Il s'agit de Slay, Slay, Slay. Bonjour Slay. Bonjour. Un plaisir de t'avoir sur mon émission. Plaisir partagé. Et je suis vraiment content de t'avoir parce que à la fois je suis un fan de ta musique parce que je me rappelle encore de l'époque de Chalon quand j'avais 18 ans. Et j'ai été impacté par cette belle musique. Et en tout cas, merci d'accepter cette invitation. Avec Mais plaisir. avant de parler de l'artiste, j'ai envie de parler de Patrice Silver. Ah. Ça m'intéresse de savoir. Qui est Oui. Patrice Silver ? En fait, moi je suis originaire effectivement, tu l'as dit dans l'introduction de Guadeloupe, mais je suis né effectivement en banlieue parisienne, du côté donc, du Val d'Oise. Oui. Et je suis un gars des plus normaux à la base, issu d'une famille effectivement guadeloupéenne, très mélomane. Donc Ok. c'est vrai que mon enfance qui était heureuse du côté de Sarcelles était quand même marquée par beaucoup de musique. J'en écoutais beaucoup et cela grâce à mon père qui avait une tonne de vinyles, puisque à l'époque c'était les vinyles Oui. et les cassettes, mais beaucoup de vinyles. Et c'est vrai que j'ai baigné très tôt dans la musique. Et les choses se sont accentuées lorsque je suis parti du côté de la Guadeloupe, puisque la famille a déménagé là-bas. Oui. Et c'est vrai que les choses se sont amplifiées musicalement parlant. Et là, j'évoque la musique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est, je pense, la chose qui est à l'origine ensuite de mon choix, qui interviendra plusieurs années après. Mais cet aspect environnement où la musique était partout, mais vraiment partout, dans le bus scolaire, dans les magasins évidemment, à la maison, dans les maisons d'à côté, avec un volume assez élevé, j'étais baigné dedans. Et je pense que sans m'en rendre compte, quelque chose se formait en moi. Mais D'accord. vraiment sans m'en rendre compte. Mais j'étais fan de sport à Sarcelles, j'étais fan de skateboard. Ok. J'étais fan de tout ce qui était BD Marvel. Ok, Marvel, oui. Voilà, qu'on allait échanger sur le marché de Sarcelles pour avoir les numéros manquants. Voilà, j'étais fan donc des albums Panini Oui. parce que j'ai un énorme Là, t'es souvenir. vraiment en train d'embobiner l'histoire. Ah là, les albums Panini. Et je me souviens du dernier en date que j'ai eu. Et il y avait donc l'équipe d'Allemagne, si effrayante footballistiquement parlant, à l'époque, avec Rummenigge, Roubesch, et l'équipe de France. Alors là, Marius Trésor, qui est originaire de Guadeloupe également, Michel Platini, le carré magique. Bien sûr. Il n'y avait pas encore Fernandez, mais c'était pour moi déjà un carré magique avec Giresse, Tigana, etc. Ok. Et en fait, ce dernier album Panini, nous sommes en 1981. On allait basculer en 1982, la Coupe du Monde allait avoir lieu du côté de l'Espagne. Voilà. Ok, Donc c'est ok. un peu le parcours que j'ai eu. D'accord. Voilà, entouré donc Sarcelles, un environnement multiculturel. Absolument. Voilà. Peut-être que tu connais Samuel Nadeau qui a grandi à Sarcelles aussi. Non, je ne le connais pas. Un ancien grand basketteur qui a joué du D'accord. côté de Real de Madrid, Ah, ok. qui est de Sarcelles d'ailleurs. Ah, d'accord, ok. Vous n'êtes jamais fréquenté. Samuel Nadeau. Samuel Nadeau, oui. J'irai Il voir. est toujours d'ailleurs. D'accord. Oui, oui. En fait, après, moi, je suis très vite parti.
du côté de la Guadeloupe. Bien et sûr. c'est là que mon adolescence en Guadeloupe et vie de jeune adulte s'est déroulée, quoi. D'ailleurs, en donc- parlant de ce voyage en Guadeloupe, ce retour, hein, parce que quelque part, c'était déjà Oui. chez toi là-bas, Ouais. mais de changer d'environnement, ça a dû peut-être être un choc culturel pour toi. Ça a été un vrai choc. Ça a été un vrai choc culturel parce que plus plus le temps se déroule, plus les points communs et les liens se tissent. Mais à l'époque, quand même, c'était un autre monde. Oui. C'est-à-dire que mon skateboard que j'ai évoqué, Oui. j'avais nulle part où rouler avec. Oui. C'était de la terre en argile, c'était des sentiers. Il n'y La avait pas plage, le le petit soleil. truc, voilà. Il n'y avait pas le bitume pour le rouler tranquillement. Donc ça, déjà, tu le mets de côté. Bien sûr. Ensuite, c'était la langue. Je la comprenais parfaitement, D'accord. mais c'est vrai que je n'étais pas créolophone. Ok. Voilà. Ok. Donc à la Puisqu'en maison, fait- ça parlait pas beaucoup créole alors. Ah si, beaucoup. Ah si, Mais ok. je veux dire, je réceptionnais les infos, je comprenais parfaitement. Ok. Mais l'occasion d'en parler, c'est-à-dire que tous mes Ne se copains, présentaient pas, personne oui. ne parlait créole en fait. Ok. Ils étaient de la Réunion, ils étaient de l'Afrique, ils étaient du Maghreb. Enfin voilà, c'était donc l'occasion ne se présentait pas vraiment. Ok. Et quand je suis parti du côté de la Guadeloupe, là effectivement, donc là vraiment créolophone à l'école partout. Et donc c'était la langue, c'était bien sûr que je connaissais bien sûr par mes parents et que je comprenais parfaitement, mais que je ne parlais pas. C'était également environnemental. Effectivement, on passe de la région parisienne à une île. Bien sûr. Donc il y a bien des choses, des repères que je n'avais plus du tout. Mais alors Oui. là, plus du tout. Après, ce qui était très étonnant, c'est que je me posais beaucoup de questions sur... on avait des albums photos à l'époque et je voyais beaucoup de gens dans les albums et je ne savais pas qui c'était. Voilà, D'accord. j'étais bien trop jeune Des pour membres de savoir la famille, certainement. Voilà, famille qui était conséquente et du côté papa et côté maman, et c'est vrai que c'est une fois arrivé sur place que le puzzle s'est mis, voilà, C'est aligné chaque pour pièce, toi et tu as voilà, chaque mieux compris pièce a ton histoire, trouvé j'imagine. voilà, complètement. Ok. Chaque pièce a trouvé sa place et donc ça par contre en termes d'identité, en termes de construction personnelle, ça a été important, ouais. Oui, c'est important toujours de savoir d'où on vient et puis d'avoir des Complètement. repères pour se construire. Voilà. Parce qu'à la fin de la journée, on est des jeunes garçons, on devient des messieurs, après on devient des gens très très responsables, donc tout ça, ça nous construit. complètement. Ouais, complètement. Je comprenais, et puis certaines musiques, certains courants musicaux que j'ai pu évoquer tout à l'heure, je parlais de musique, prenaient encore plus de sens dans cet environnement-là. Voilà, c'était des sons baignés de soleil. Je peux évoquer un groupe comme les Aiglons, qui j'ai beaucoup écouté alors que j'étais donc en école primaire, enfant, Bien sûr. et bourrés de soleil. Ce sont des musiques bourrées de soleil. Et effectivement, lorsqu'on est sur place, on comprend mieux voilà, cette dimension ensoleillée parce que voilà, la réalité est différente. Oui, je comprends, Voilà, je comprends. sur place. Je comprends. Mais est-ce que toi, tu as toujours voulu être chanteur parce que je suis très intéressé pour comprendre un petit peu la genèse de ton histoire. Est-ce que ça part du fait que là, tu parles des parents d'une famille qui est à la fois mélomane et puis c'est quelque chose qui est connu, hein, que ce soit chez les Antillais ou les Africains. Est-ce que c'est tout ça qui a fait que tu as eu envie vraiment de chanter et pourquoi pas choisir aussi un autre chemin? Je pense que ça y a de toute façon foncièrement participé. J'ai fait ce choix parce que j'ai eu une ouverture, une opportunité, mais par contre, j'étais à des années-lumière de me dire que je serais chanteur. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, je me suis dit... C'était pas un projet, quoi. Ah, pas du tout. D'accord. Ce n'était pas un projet. Le projet, c'était de trouver du travail en France, donc revenir en Hexagone. Ok. Voilà. Puisque c'est durant toute la période où j'étais en Guadeloupe, je n'ai jamais oublié justement, c'était très marquant en fait, la période durant laquelle j'étais, mes premières années en France. Le côté banlieue, tout ça était là, ces repères, ces souvenirs vivaces des copains là-bas, tout ça, c'était quand même ça. Je l'ai porté en moi, je ne l'ai pas du tout effacé. Et donc à un moment, je me suis dit bon, pour les opportunités, pour la curiosité, je vais repartir en Hexagone, donc je suis revenu. Mais à ce moment-là, c'était effectivement trouver un emploi. J'avais eu un bac+2, donc voilà, un peu de ce niveau-là. Et musicalement, par contre, d'intégrer un groupe de gospel. Le chant était là. Ok. Et pourquoi gospel ?
Pourquoi gospel ? Parce que je trouvais que c'était... parce qu'en fait, je suis de culture catholique. Oui, voilà, ok, d'accord, bien sûr. Aspect culturel, donc ça me dérangeait pas, mais parce que c'est ce qui se rapprochait aussi beaucoup du R&B. Oui. Donc, puis finalement de ce que tu as fait aussi. Voilà, et donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas les groupes, un petit groupe gospel, enfin voilà. D'accord. Et c'était un peu ça, Okay. mais pas du tout en termes d'activité principale ou le projet, c'était pas ça. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que tu es un autodidacte. Finalement, tu dis que tu n'avais pas vraiment une volonté de devenir chanteur. Et donc, à quel moment ça devient sérieux pour toi ? À quel moment tu arrives vraiment à te réinventer, te dire que, OK, tu as la capacité de... En fait, durant toute cette période en Guadeloupe, je ne le savais pas, mais je me formais au niveau vocal. Inconsciemment. Inconsciemment. Ok. Inconsciemment, toujours. Je prenais quelques cours de guitare, mais que j'abandonnais vite fait. D'accord. C'était juste histoire de. Voilà. Oui. Ça faisait des petits choix à la maison avec des potes. Non, ça se traduit comme ça, pas du tout, non ? Pas du tout. Moi, je faisais ça, personne ne savait que je le faisais. Hein. Je ne m'en vantais pas. C'était vraiment pour moi. Et voilà. Mais pur plaisir, quoi. Pur plaisir. Par contre, je chantais beaucoup. Et c'est là que j'en reviens à ce que je venais au mot inconsciemment, c'est que je chantais sans... Alors, il n'y avait pas de projet, sauf que le chant était dans mon quotidien quelque chose de très prégnant, c'est-à-dire la musique, bien sûr. Le chant. Et je l'ai fait, en fait, sans m'en rendre compte, je le faisais quasiment tous les jours. J'étais dans ma chambre, je chantais tout le temps, en fait. Et ça a duré des années. Donc, je me suis formé vocalement. Quand je dis je me suis formé vocalement, c'est pas tant avec une technique ultra précise ou quoi que ce soit, mais c'est un ton. C'est une intention. Oui, bien sûr, c'est une intensité aussi. C'est une émotion. Oui. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai travaillé, ce que j'ai développé. Et donc, lorsque j'ai eu une opportunité de chanter sur un album, je me suis dit, OK, mais en tant qu'invité. OK, pourquoi pas, alors je vais... Mais comment toi-même tu arrives à savoir que tu as la voix ? Parce que tu le faisais un petit peu dans ton coin. On m'a dit que j'avais la voix. Ok, d'accord, ok. On m'a dit que j'avais la voix, c'est-à-dire que le cercle autour de moi, familial, ils m'ont dit « Ah, mais t'as une voix, tu chantes bien. » Je fais oh, voilà. Ok. Et on m'a amené un projet. Je me suis dit « Ok, pourquoi pas, je vais poser ma voix dessus. » Et puis basta. Mais je voulais pas aller chanter ni quoi que ce soit. J'ai une opportunité de découvrir un monde que je connais pas. Rentrer en studio, basta. Oui. Je ne veux pas aller au-devant du public, ce n'est pas mon caractère, ce n'est pas dans ma personnalité de monter sur une scène et d'affronter le regard d'une multitude de personnes. Ça ne me rendait mal à l'aise. C'était une chose dans laquelle je ne voulais pas être confronté. Et puis basta, et puis je continue ma petite vie, sauf que en enregistrant ce titre qui a eu un certain retentissement, notamment du côté de l'île de la Réunion, j'ai eu un feedback positif. Okay. Un feedback positif. Je me suis pris au jeu et je me suis dit, tiens, je vais prendre mes économies, puisqu'à l'époque, j'étais employé, j'avais un salaire, tout ça. Je vais prendre mes économies et je vais créer mon propre album. Pour investir un petit peu sur toi-même. Voilà, exactement, via les quelques personnes du coup que j'ai connues par cette première expérience. Je suis passé par là et puis donc j'ai enregistré. C'était un album qui aujourd'hui serait qualifié de EP. C'est l'album Fresh. Ok, le premier album en 98. Voilà, premier album solo, album Fresh. Et je le sors. Pareil, là, les feedbacks, ils sont plutôt positifs. Mais il y a quand même un petit bémol à ce que je dis, c'est qu'il y a certains disquaires, parce que ça existait encore à l'époque, qui renvoyaient l'album parce que dans leur coin, ça ne se vendait pas des masses, etc. Mais globalement, sur ce que je présentais comme univers, j'avais des bons retours et donc voilà. Alors je me rappelle une petite anecdote, je suis rentré à la Fnac des Halles et j'avais enfoncé ma casquette jusque-là pour pas qu'on me reconnaisse et au loin je regardais un peu mon album parce que ça me faisait un effet. Pourquoi justement tu te cachais ? Parce que je voulais pas qu'on me reconnaisse. D'accord. Donc la foule t'aimait pas trop au départ, t'étais pas à l'aise avec ça ? Non, j'étais pas du tout à l'aise. D'accord, pas du tout à l'aise avec la foule, pas du tout à l'aise avec une représentation quelconque en public. Voilà. Et donc, je me mettais en retrait du rayon Antilles où étaient exposés les albums. Donc là, c'était la forme CD. Ok.
Et ça me faisait un effet waouh parce que c'était quelque chose que j'avais jamais imaginé, Bien pouvoir sûr. avoir mon propre album Bien sûr. et avec un album exposé en magasin, comme ces albums, parmi des albums d'artistes que j'admirais. C'est en tout cas. impressionnant. Et donc ça, c'était très impressionnant pour moi. Et donc j'étais là et j'admirais en fait, et j'en prenais plein les yeux. Oui, C'est-à-dire, comme je un gamin, regardais- en fait. Voilà, Ouais. comme un gamin. Il vit Je un regardais rêve éveillé. tout simplement. Un rêve que je n'osais même pas rêver. C'est-à-dire que rêve, mais je veux dire sans intention, vraiment aucune. Allez, de me dire pourquoi pas essayer, ne serait-ce que timidement. Non, pas du tout. Allez, à la je base. comprends. Donc voilà, c'est que les choses se sont faites comme ça, avec ces retours positifs suffisamment nombreux pour que je me dise ok, je vais pousser un peu plus loin. Voilà, c'est tout. Ok. Donc c'était sympa. Ok, incroyable. En tout cas, tu parles de ton album en 98, Fresh. Donc, tu as eu plusieurs albums. Tu en as eu 6 quasiment. C'est ça, hein? Ouais, c'est donc, Caraïbes, Escale, Double 6. On a parlé aussi de Florilège, justement. Cet album, on en a parlé en début d'émission, qui a eu vraiment un retentissement à tous les niveaux, que ce soit déjà aux Caraïbes, et puis après, plus tard ici en France, quelques années après. Il y a eu un décalage de ce que j'ai compris dans cette histoire-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Parce que pour moi, en tant que sportif, c'est un petit peu le sommet un peu pour toi, là. Ouais, ça, c'est un gros boom. C'est une explosion, c'est fulgurant. Bah, ça me foudroie, moi, parce que je ne m'attendais pas du tout. Je revois très bien le jour où j'ai eu la première amorce de la mélodie et les premiers mots. J'étais avec un crayon à papier, j'étais avec une feuille et j'étais allongé par terre. Wow. C'était le soir, il était vers 23h. J'étais en région parisienne et je me souviens très bien, il y avait une espèce de calme ambiant et je pense que j'avais fait le vide en moi. Donc il me fallait créer une chanson. Voilà. Et à un moment, un bout mélodique avec des mots, quelques mots, arrive. Et là, c'est la première accroche et c'est « Je tremble de passion », comme une feuille au moindre frisson. Voilà, ça me vient. Et voilà. Et donc j'ai mon couplet. Ok, j'écris mon couplet, premier couplet, et je le laisse là. Des jours se passent, etc. Et il faut continuer. C'est à ce moment-là, donc je cherche un peu ce qui va aller avec la mélodie du refrain, le reste du texte. Mais dès lors que j'avais ces 4 premières phrases, je savais de quoi exactement je parlais. Je savais exactement quelle était l'intention et l'émotion qu'il fallait avoir avec. Bien sûr. Et donc voilà, donc ça, je ferme la parenthèse, c'était le moment, je m'en souviens très bien. Et donc succès inattendu, c'est-à-dire au moment où je fais ça, je me dis juste, je finis le titre. Je me dis juste, j'ai fait un joli titre. Bien sûr. Voilà, c'est tout. Par contre, de me dire que ça allait effectivement être l'accélérateur ultime de ma carrière, pas du tout. Qui allait m'imposer de faire un choix, c'est-à-dire choisir la musique ou travailler. Voilà, de manière très classique. Eh ben non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai cet album Fresh qu'on a évoqué, dont je continue la promotion. Entre-temps, j'appréhende de mieux en mieux la scène. Je m'habitue effectivement à avoir un... C'est en forgeant qu'on devient forgeron, comme on dit. Voilà, exactement. OK. Mais je suis très content de mon album Fresh, etc. Il n'y a pas de souci. Je suis en Martinique et un autre artiste vient me voir. Il me dit « J'adore ton son, etc. » Et je pensais qu'il parlait donc d'un des sons de l'album Fresh. En fin de compte, pendant que j'étais en promo du côté des Antilles, pendant 2 mois et demi, en fait... Le son avait été lancé par... la radio avait switché 2 titres. Oui. D'accord ? Et donc avait mis Flamme. Et donc, il me parle, mais je sens bien qu'il y a un truc qui ne va pas. Il me donne des éléments, mais qui ne correspondent pas à Fresh. Je rentre donc, à la rentrée, je rentre en France. Et effectivement, Flamme a été mis sur les ondes. OK. Et là, ça devient le bazar absolu. Pourquoi ? Bombe atomique. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, mon nom d'artiste est Sly. Oui. Flamme, dans sa première version, apparaît sur l'album Shine. Ok. Et sur cet album Shine, il y a le visage donc d'une femme. En fait, ça ne correspond pas, mon visage n'est pas dessus. Okay. Tout le monde cherche ce titre partout. Et donc, il faut imaginer que la personne lambda a un petit bout mélodique et va voir le vendeur, le disquaire. On était sur les derniers disquaires, mais il y avait déjà la Fnac et tout ça. Avec ce bout mélodique, je cherche un truc qui fait nanana. Et là,
je pense que ils s'arrachaient les cheveux, les disquaires, les vendeurs des rayons disques, parce que il fallait leur dire c'est dessus, sauf que il y avait rien comme info apparente qui disait que c'était voilà. Oui. Et j'étais pas trop connu. Fresh avait eu un petit frisson, mais sans aller plus loin. Oui. Et donc ça a été très problématique. Et lorsqu'on m'a bien identifié, par contre, c'était fini, mais ça sonnait de partout, les sollicitations c'était de partout, donc voilà, gros succès, voilà, dans la communauté afro-antillaise et même bien au-delà. Ensuite, on est quelques années plus tard, si tu veux qu'on aborde cet aspect-là. Bien sûr, on accélère un peu l'histoire par rapport à tous tes autres albums. Mais moi, ce que j'ai trouvé quand même intéressant dans tes albums, c'est le socle, à chaque fois, c'est toujours autour des paroles douces, un petit peu de l'amour. Est-ce que c'est, quelque part, ton identité à toi ? Est-ce que c'est aussi, à travers ta communauté, ta vie, ce que tu as mené comme vie ? Pourquoi avoir cette volonté aussi de vouloir communiquer l'amour, au fait, finalement ? Alors, j'ai beaucoup été influencé par le Zouk Love. Okay. Donc moi, mes influences principales, c'est vrai que donc il y a Kassav pour le Bien Zouk, sûr. Mais j'ai évoqué un groupe, les Aiglons, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas encore de Zouk, il y avait la cadence. Il y avait tout un tas de groupes qui faisaient de la cadence. C'était une rythmique qui était présente juste avant le Zouk. Donc bien sûr, Kassav, qui vient avec le Zouk. Et juste pour ouvrir une parenthèse, lorsque ça explose le Zouk, pour le coup, c'est vraiment un phénomène sociétal, notamment pour les Antilles, et là je suis en Guadeloupe. C'est dans le sens, il y a une musique qui nous correspond parfaitement. Parce qu'on écoutait beaucoup de compas, on écoutait de la musique traditionnelle, le gros cas, on écoutait la cadence, on écoutait un peu de tout, on écoutait du merengue, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y avait pas une musique qui correspondait à cette génération du début des années 80 aux Antilles. Et donc, quand c'est arrivé, ça a été voilà. Et moi, ça a été sanguin. C'est-à-dire que c'est une musique qui m'a parlé rapidement. Et donc, Kassav est une grosse influence. Lorsque Patrick Saint-Éloi, membre de Kassav, vient avec... Je le considère qu'il est le dépositaire du Zouk Love. Oui. Lorsqu'il vient avec le Zouk Love, c'est encore plus magique. C'est-à-dire que l'approche devient poétique. L'approche devient effectivement très émotionnelle. Et j'avoue que ça m'a impacté. Mais ensuite, moi, j'enchaîne avec toutes les années 90 et le R&B des années 90. C'est-à-dire que tout ce qui est Joe Desi, Boyz II Men, tout ça explose et j'en écoute énormément. Bien sûr. Et en fait, la particularité de tous ces groupes, le fil rouge, K-Sweat, etc., c'est des mélodies. C'est des chansons d'amour. Oui. Et en fait, ça a été ma formation. D'accord. Et lorsque j'ai eu à restituer au niveau artistique, lorsque j'ai eu à restituer un peu mes influences et à construire mon univers, il était fait de ça. De toutes ces personnes. Il était fait de ça. Okay. Donc, ça explique un peu cet univers-là. Non, je comprends. Et pourquoi j'ai avancé en appuyant sur le relationnel, sur tout ce qui est effectivement relationnel. Et voilà. Alors, une question qui est peut-être difficile pour toi parce que tu as fait plein d'albums qui sont super top. Est-ce qu'il y en a un particulièrement que voilà, tu gardes dans ton cœur, où tous les albums ils ont un sens particulier? Et puis aussi, une deuxième question en même temps, tout ce succès que tu as vécu, ça a été comment aussi à travers le public, les gens autour de toi, la scène? Personnellement, je ne connais pas le monde musical, mais j'imagine qu'il y a dû avoir des choses. Oui, complètement. Alors, est-ce que je pourrais extirper un album que je préfère? Je vais juste tirer juste un petit clin d'œil à mon premier album solo, puisque c'est celui qui marque ma première réalisation personnelle, entre guillemets, en tant que réalisateur, en tant que auteur, compositeur, interprète. Donc je dirais l'album Fresh, mais je ne pourrais pas ignorer l'album Fleurilège, qui est, et je disais avant, qui m'a poussé à faire un choix, puisque effectivement, on est donc à la première version. Il y a tellement de demandes que je peux plus assurer les shows. Je peux pas assurer les shows. Waouh. Voilà, je peux pas. T'es à ce niveau-là, quoi. Ouais, je suis pas libre de mes mouvements. J'ai un contrat, je suis en CDI, donc je ne peux. Voilà. Et donc là, j'ai choisi la musique. Ok. Voilà. Et donc. C'est un bon choix plutôt, hein. C'est important. C'est important de faire ce qu'on aime dans la vie aussi. Même si j'ai longtemps douté les premières années, et le moment où le doute est chassé, c'est en 2004, lorsqu'il y a la sortie
de Flamme de nouveau, l'album Florilège par contre. Bien sûr. Voilà, donc Flamme, je l'écourte. Voilà, je retouche un chouïa les arrangements pour que les sons correspondent à l'époque, à l'année en question. Et donc il ressort. Et là, c'est un vrai boom. La collaboration se fait avec Sony et là, c'est un vrai boom. Et donc là, je ne regrette plus du tout. Les doutes sont évaporé, il n'y a plus de soucis. Et donc, comment j'appréhende effectivement ce succès, le public j'ai longtemps douté, c'est-à-dire que même lorsqu'on me disait que je rencontrais des gens qui me disaient qu'ils aimaient ce que je faisais, alors je me sentais profondément flatté, oui. Mais j'avais quand même ce côté, j'ai l'impression que ce n'est pas ma place, oui, que oui. j'y ai pas droit à ce succès, entre guillemets. Mais pourquoi tu te sentais pas légitime? Pourquoi? Exactement. Je ne me sentais pas légitime. Et pourquoi je ne me sentais pas légitime? Je suis autodidacte. Oui. J'étais incapable de donner des références. Des références comme quoi, bon, par exemple, j'ai un frère qui est bassiste, etc. Ou j'ai donné des repères pour indiquer aux gens que voilà, ma formation, entre guillemets, j'ai fait ça, j'ai été... Oui, je comprends, ok. J'étais à l'école de musique, etc., etc. Non, j'avais aucune référence. Donc, c'était très étrange pour moi de me dire... Mais bon, la voix, elle parle pour elle-même, quoi. À un moment donné... Sauf que, voilà, je me suis dit, mais c'est dingue, je me retrouve dans cette position-là, alors que moi, je suis fan d'énormément de gens, j'étais fan d'énormément de gens, et j'ai eu du mal à habiter, en fait, cet habit de Sly, et un peu cette reconnaissance et qu'on m'envoyait à l'époque. Donc, j'étais pas demandeur d'aller au-devant du public. J'ai eu des petits moments très drôles où on m'a coursé à certains endroits parce que j'ai longtemps pris effectivement les transports publics, quand bien même voilà ça. Et ouais, on m'a coursé, on m'a interpellé dans des situations incroyables. Ça c'est génial, ça quand même, comme expérience et tout. Avec le recul, on en rigole. Oui. Je me rappelle que par exemple, j'ai beaucoup pris le RER-D. Et en fait, je changeais donc mon comportement. Je laissais passer, j'étais sur le quai. Je me mettais à l'arrière, dernière voiture, pour que lorsque ça arrive à ma destination, je puisse pas être parmi les derniers à sortir. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sortent avant moi se sont mis en tête de train pour pouvoir descendre. Et moi, je suis derrière. Et donc, personne... J'ai les mains dans les poches et la foule me précède. Et en fait, c'était le genre de choses qui... Voilà, on a sonné chez moi plusieurs fois. Ouais, je comprends. Voilà, c'était... J'ai adopté des comportements... Franchement, c'est quand même incroyable. Mais double disque d'or pour un artiste. Tout à fait. Le label... Ça correspond à quoi exactement en fait, dans le monde musical? Voilà, pour donner des références. Ça marque d'un saut le succès incroyable que cet album a eu. Et je dis incroyable pourquoi? Parce qu'en fait, il est 100% zouk. Et 100% zouk love. Oui. Et c'était l'album qui massivement représentait ça sur les ondes à l'époque. Il y avait eu Dealer de zouk. Mais on était effectivement sur un zouk up-tempo. Oui. Voilà. C'était pas exactement la même chose. Il y avait eu Océan de Thierry Cam, mais ce qui était sur une autre rythmique. Son remix était sur une autre rythmique un peu plus R&B pop. Voilà. Il existait bien sûr. En forme de zouk, mais je veux dire, sur les ondes, lorsque j'ai entendu, c'était presque un remix. Voilà. Donc il avait eu son succès, tout ça. Et quand moi je débarque, en fait... le programmateur, le directeur de programmation hésitait entre Aventura, oui, à l'époque. Le groupe de Bachata, et moi. Voilà, il fallait rentrer un des titres et c'était un dilemme. Il a finalement rentré les deux. Et donc là, l'explosion, voilà. Donc Flamme était déjà un succès. Bien sûr. Voilà, confirmé, afro-antillais, tout ça. Absolument. Mais effectivement, avec cette collaboration avec Sony en 2004, et il y a cette explosion, un prolongement, et là, ça inonde un peu partout, quoi. Oui. Ça inonde partout, et j'ai dû vite prendre. Donc j'ai raconté certaines anecdotes par rapport, en fait... de nouvelles habitudes que j'ai dû prendre. Tout à fait. Voilà, mais très vite, je me suis adapté à ce milieu-là, cette notoriété, à ce milieu, et, ça s'est très bien passé. J'ai un rapport très, 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 très,
cool avec le public, quoi. Ok. Une question que j'aime bien aborder en général ici, c'est la réussite, c'est une mosaïque de plein de petites choses, des fois qui sont parfois ennuyantes, mais on sait qu'on a besoin de construire tous ces petits carreaux qui vont nous amener au succès, mais on a aussi des moments de doute, des moments très très compliqués. Et toi, c'est quoi le moment le plus compliqué que tu as vécu dans ton évolution dans la musique? Peut-être les studios, peut-être la difficulté à faire connaître ton nom. C'était quoi, toi, les moments les plus difficiles? S'il y en a eu, bien sûr. Oui, il y a eu... ce qui a été particulièrement difficile, c'est, je pense, de croire en moi-même. Tu crois en toi-même. Ouais, ça a été difficile. Je le disais, j'ai eu du mal à accepter que c'était bien moi qui étais responsable de tout ça. Et que on le ressent en plus à travers ta manière de parler, toujours cette humilité. Ouais, j'étais content intérieurement, mais c'est vrai qu'il y avait toujours ce truc, donc ça a été difficile. Enfin, difficile, il y a des choses bien plus difficiles. Bien sûr. Mais j'avais un travail à faire sur moi-même. À ce niveau-là. Voilà. Ensuite, ce qui était difficile, moi il y a un moment, on me demandait du coup beaucoup de titres, et dans des laps de temps hyper réduits, sauf que moi je suis à la cool. Oui. Et donc il a fallu pareil que je me fasse violence pour pouvoir... Le vrai Timal, quoi, la cool. Ouais, réaliser beaucoup plus vite et répondre aux attentes. Oui. Jusque-là, j'y allais à mon rythme, mais lorsque le succès est là, en fait, ça met en appétit et les gens demandent beaucoup plus. Et ça a été compliqué pour moi d'aller plus vite ça. Parce que j'avais l'impression de faire des choses très imparfaites, du coup. Puisque j'avais plus le temps de fignoler autant que je voulais, etc. Et c'était compliqué pour moi d'accepter de se dire non, il y a une date butoir, ok, on le fait, et puis on verra bien. Donc ça après... donc l'exigence de ce milieu, quoi, où on accélère un peu les gens... L'exigence de ce milieu, mais sinon, en fait, et je le disais en aparté, les choses se sont super bien déroulées quand même pour moi. Oui. Alors, en tant qu'autodidacte, on doit tout financer par soi-même. Donc j'ai eu cette chance d'avoir du succès. Donc voilà. Mais je me suis quand même pris la fin du CD. La fin du CD, la révolution numérique et le piratage. Oui. Alors ça, j'en ai été victime comme beaucoup de gens, d'artistes qui étaient là. Donc finalement... De calibrer en fonction du budget restant, de calibrer, donc c'est sorti, etc. Donc ça, c'était un moment particulier. Et puis bien plus tard, les années Covid, évidemment. Bien sûr. En tout cas pour les artistes, pendant 1 an et 6 à 9 mois. Donc aussi où on pose des questions, on se pose des questions, on se remet en question, justement. Oui. Voilà, ce sont des moments particuliers. Non, mais sinon, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. Les choses, j'ai bien géré parce qu'en fait, il faut savoir que la SACEM te verse tous les 3 mois. Donc, tes droits. Bien sûr. Auteur, compositeur, etc. Mais que tu ne sais jamais à l'avance combien tu vas toucher. Percevoir. Voilà. Okay. Donc, ce sont des revenus irréguliers. Okay. Alors, autant te dire que le banquier, tu le fais flipper, puisqu'il ne peut pas se projeter. Oui. Il ne peut pas se projeter. Un banquier, effectivement, il préférera un salaire fixe qui tombe tous les mois, régulier. Quand bien même il ne serait pas élevé, mais il peut faire un tableau, se projeter, etc. Combien tu peux rembourser ou quoi que ce soit. Exactement. Là, c'est pas ça. Donc, tu as intérêt à venir avec de l'apport, quelque chose qui sécurise. Bien sûr. Voilà. Donc, pour les projets personnels, c'est beaucoup moins évident. Oui, je comprends. Donc, il faut attendre de cumuler un capital, etc., pour pouvoir se lancer. Mettre des projets en place. Donc, ça, c'est une réalité pour les auteurs-compositeurs. Oui. Et également interprètes, etc. Donc cette irrégularité des revenus qui, voilà, mais qui facilite pas aussi les choses, oui. C'est ça. Mais avec une certaine notoriété, donc au bout d'un moment, si on gère bien, si on flambe pas, et heureusement c'était pas ma personnalité, j'ai pas flambé. Donc j'ai su... Bonne gestion, financière. Voilà, j'ai su vraiment mener ma barque comme il faut. Ok, top. Il y a quelque chose qui m'intrigue aussi, c'est à la fois cette absence que tu as eue, au fait, pendant longtemps. Oui. Pourquoi cette absence, au fait ? Alors, il s'est passé... Alors, déjà, l'album Florilège a eu tellement de succès que la promo, elle a duré des années. Mm-hmm.
Et le projet d'après, ça a été l'album Caraïbes en 2008. Mais il faut se souvenir qu'en 2008, c'est la crise économique. Oui, bien sûr. Voilà, donc je sors un album en pleine crise économique. Une bonne partie du staff qui m'a signé, parce que pour le coup, c'est le seul album que j'ai signé en tant qu'artiste, où j'étais artiste et pas le producteur. C'était avec Columbia Music. Ils ont été évincés. Puisque en fait, il y a eu des plans sociaux chez ce label, cette major, et une bonne partie, effectivement, des gens qui m'avaient signé ont dû partir, etc. Donc c'était un gros bouleversement. C'est un album qui aurait peut-être pu faire un chemin plus long, mais ça n'a pas été le cas. Mais j'étais quand même très très fier. C'est peut-être mon album le plus accompli. C'est l'album pour lequel j'ai été effectivement aux Victoires de la musique. Donc j'ai pas décroché le Graal, mais ça signifiait beaucoup pour moi d'être dans cette short list de ceux qui étaient susceptibles de remporter donc l'album musique du monde de l'année. Chapeau bas, monsieur. Voilà. Et donc j'étais d'ailleurs avec Magic System et Rokia Traoré dans la même catégorie, etc. Mais c'était très chouette pour moi, les Victoires de la musique, et d'y être, d'être cité, voilà, avec cet album. Et ensuite il y a eu une remise en question et beaucoup de réflexion. D'accord. Voilà, tu as besoin de te réinventer, de prendre du temps, respirer un petit peu. J'ai pris du temps. Ça a été une période, même où personnellement, il se passait des choses plutôt bénéfiques et plutôt sympas. Et j'ai été moins prolifique. Cependant, j'ai sorti quand même 2 albums. Tes nouvelles actualités maintenant. Voilà, mais elles étaient diffusées sur non pas sur les radios principales, mainstream, mais sur des radios spécialisées. Okay. Voilà, donc pour le public qui m'a connu via, je peux la citer, via Énergie par exemple, je n'étais pas diffusé sur Énergie. J'étais diffusé sur des radios spécialisées. Okay. Et donc, les fans de Zouk savaient que j'avais de l'actu. Quand je dis fans de Zouk, vraiment ceux qui en écoutent beaucoup. Par contre, pour le reste, qui m'avaient découvert avec Florilège, qui m'avaient découvert via d'autres réseaux, pour eux, j'étais absent. Après, il faut dire les choses, j'ai jamais été quelqu'un très people. Oui. J'ai jamais été très VIP. On a parlé un peu en off. Voilà, j'ai jamais été très VIP. D'ailleurs, à l'époque, je me rappelle, à l'époque de Florilège, mon attaché de presse écrite me disait on ne te voyait pas suffisamment, qu'on me voyait pas suffisamment, etc. Et qu'il fallait que je sorte, etc. Oui. Mais c'était bousculer ma nature, ça. Oui, je comprends. Et j'étais pas. Et t'aimes bien quand même rester un peu, garder ton identité. Ça, j'aime la discrétion, ça. Non, je salue ça parce que je suis un peu pareil aussi. Voilà. En tout cas, malheureusement, cette émission, elle va bientôt arriver à sa fin. C'est dommage. Oui, c'est vrai que. Oui, c'est vrai. J'aurais bien aimé continuer encore, mais pour beaucoup d'entre vous qui connaissaient pas Slave Florilège, exactement. En tout cas, je vous invite à regarder, à suivre ce monsieur parce que vraiment un homme humble. Voilà. Et qui nous a impacté, le bienfaiteur de l'humanité, hein. Le prince du Zouk. Beaucoup d'hommes m'ont remercié, beaucoup de gars m'ont remercié. Oh que oui. Ah ouais, ils me disent, avec toi, on n'a pas besoin de parler. Et si je dois faire une petite confidence, grâce à tes chansons, j'ai pu marier ma femme. Donc, un petit clin d'œil à ma femme. Et voilà. En tout cas, chapeau, merci. Oui. Félicitations pour ça. Et en tout cas, c'est le type d'anecdote que j'adore parce que, voilà, moi, je suis là pour... je suis content d'être dans la peau d'un fédérateur et de quelqu'un qui rapproche. En tout cas, tu l'as bien porté cette casquette d'ambassadeur. Merci beaucoup. On va pas te laisser nous quitter comme ça, bien sûr. On va quand même te demander peut-être de chanter un de tes morceaux que tu aimes, mais par contre, on va le faire plus tard. Ouais. Je remercie vraiment à tous nos téléspectateurs qui nous suivent et également à la régie qui a permis à ce qu'on puisse avoir cette émission-là. Encore une fois, c'était un privilège pour moi de t'avoir. Ça a été un vrai plaisir de partager ce moment avec toi et puis voilà. Et puis je salue bien sûr tous ceux qui suivent l'émission. Merci encore. À bientôt. Ciao, ciao. Bientôt. De passion comme une feuille au moindre frisson quand tu es là, tout près de moi. L'amour est un poison que je consomme avec des raisons, rien que pour toi. Oh oui, que
pour toi. Comme une hirondelle en pleine tempête, tu es le soleil qui sèche mes ailes. Je te veux toi, rien que pour moi. Longtemps j'ai attendu, mais maintenant l'heure est venue de t'avouer tout l'amour que j'ai pour je m'éteins comme une flamme. Lorsque j'entends ta voix, Je frissonne d'amour quand je sens souffle derrière oh, moi. tu me rends fou, je ne peux plus penser. Lorsque j'entends ta voix, Je succombe quand tu laisses ta main. poser sur moi comme ça. Ne détourne pas les yeux, mon cœur, vois-tu ne bat que pour eux et toute l'année. Je ne vois que je donnerai ma vie pour être celui pour qui tu réserves toute ta tendresse, toutes tes caresses. Tous mes rêves m'emmènent auprès de toi, mon cœur t'a choisi, ne vois-tu pas, je te veux toi, rien que pour moi. Longtemps j'ai attendu, maintenant l'heure est venue de t'avouer tout l'amour que j'ai pour je m'éteins comme une flamme. Lorsque j'entends ta voix, Je frissonne